tu arrives à ne pas haïr les Blancs? Oui, parce que je suis bon. Je suis un bon garçon. En partie parce que ma mère me donnait des coups sur la tête quand j'étais méchant, jusqu'à ce qu'à force de grandir, j'ai été hors de sa portée. Ma maman était tatouée. Elle portait d'énormes tatouages rituels. Dawa. C'est la magie. Elle en connaissait un bout, ma maman. Mon papa aussi. Quand il a eu 12 ans, on lui a limé toutes ses dents. Et maintenant, quand il rit, il met toujours sa main devant sa bouche, comme ça, parce qu'il a honte. Mais mon père n'a jamais accepté que le sorcier vienne me limer les dents. Tu es en train d'éluder ma question. Je viens d'une vieille tribu où l'on était très superstitieux, où l'on croyait, où l'on croit encore que si vous mangez le cœur et la cervelle de votre ennemi, sa sagesse et sa force viendront s'ajouter à la vôtre. Croyance tribale d'être primitif, entretenue par l'ignorance. Magie des Noirs. Elle ne diffère en rien de celle de Heinlein. C'est la croyance tribale d'un être primitif. Il a eu les dents limées par son papa et sa maman. Magie des Blancs. Oui, sauf que quand il rit, Heinlein n'a pas du tout honte. Mais vous, oui. Si on s'en tenait là pour l'instant. J'ai parfois l'impression très nette que le patron ici, c'est toi. À quoi ça tient? C'est parce que je sais ce que je fais ici. Pour vous, le Congo, c'est une espèce d'immense terrain à lotir ou à louer. Pour moi, le Congo, c'est la Bastille. C'est la révolution russe de 1917. Vous le saviez, non? Non. Non. Pas avec cette clarté, cette netteté. T'es un type dangereux, dis donc. Si je suis descendu de mon arbre, c'est qu'on m'y a invité. Et je suis prêt à tuer le premier qui essaiera de m'y faire remonter. Qu'il soit russe, ou chinois, anglais, belge ou américain, je n'ai aucun complexe. Peut-être qu'un jour, nous aurons à nous battre l'un contre l'autre. Tu y as pensé? J'espère que non. Ça ne me dirait rien. Je le ferai, oui. Mais ça ne me dirait rien. Je ferai un effort en pensant que ça me dit encore moins de retourner vivre dans les arbres. Bon. Je remonterai avec toi si on en arrivait là. Très bien, Buana. Toi, très gentil alors, hein? Mange ta soupe. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 29. Cette semaine émission sabotage, mise à mort et soft power. On vous écrit une petite bafouille pour que vous vous fassiez pas de mouron. Ici on est aux petits oignons, on tousse un peu à cause qu'on avale la fumée du charnier d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge coloniale. Les jolies colonies d'Occident, merci Europe, merci Carrie. Tous les ans, on en reprendra pour un nouveau coup d'état. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Et donc vous l'avez peut-être compris avec cette citation détournée d'une chanson de Michel Sardou, Le temps des colonies. Et non, j'ai hésité, évidemment, c'était Pierre Perret, Les jolies colonies de vacances. Ouais. Car donc nous parlerons de... C'était pour la blague, j'avais reconnu. Eh oui, bravo. J'hésitais avec Michel. Hein. Donc nous parlerons de bande-son pour un coup d'état de Johan Grimond Prez, disponible actuellement sur Arte. Et avant ça, nous parlerons du nouveau film de Albert Serra, Tardes de Soledad, actuellement au cinéma. Je ne vais pas pouvoir résister à ne pas faire l'accent espagnol. Et donc c'est Alejandro Jodorowsky qui présente. Exactement. Et donc pour parler de ces joyeux programmes autour de cette table, il a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il est carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir.
Le docteur Erwan sera des nôtres tout à l'heure. Il est en ce moment sur la route de retour d'Opex dans le centre-Bretagne. Et à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse, qui vous coucoute des deux mains tellement il est poli. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agenda local pour commencer, victoire ce week-end du Stade Rennais Football Club, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 4-1 3. 3-1, c'est 3-0. 3-0, oui. J'ai confondu Avec un but hors jeu d'un lacet. Voilà. Écoutez, ça arrive. Saloperie de VAR. Mais écoutez, bon, c'est bien, on reprend un peu des couleurs, si j'ose dire, oui, mon voilà. cher Thibaut. Sinon, nous vous rappelons que dans le cas des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma est mort, le 20 avril prochain à 20h15, ce sera Shaun of the Dead de Edgar Wright, que vous aurez la joie de voir ou revoir sur un grand écran. Sinon, à partir du le 4 et 5 avril, donc à la fin de semaine, avec Comptoir du Doc, je crois que c'est Revers, il y a une carte blanche à Avi Mograbi qui sera là, qui présentera plusieurs courts-métrages et films à l'Arvor. Le 6, il y a le second long-métrage de Nicolas Winding Refn, donc Bleeder, un de ses films donc danois, qui passera à 17h30, donc le 6 avril, précédé d'un quiz VHS, parce que donc il y a la VHS évidemment une importance dans ce film de Refn. Oui. Un film qui commence cool et qui termine totalement en couille et qui part totalement en live. Que quand on l'avait vu, qu'on avait fait une émission spéciale sur Refn il y a plus de 10 ans, je crois que c'était pas sorti de Drive, effectivement on avait tout revu et c'est vrai que Bleeder ça a fait un petit effet bœuf. Oui. Chopé à l'époque sur la Caverne des Introuvables, fameux blog disparu qui était une pépite absolument incroyable. Ah là là. Mais tout ça, la fin de Mega Upload a fait fermer le blog en même temps. Là. Terrible. Ah. Quelle époque. On en reparle, là, c'était tout ça, c'était une autre époque. Sinon, à partir de aujourd'hui et jusqu'au 10 au TNB, c'est le festival du film chinois, donc Sino-Ciné. Donc là, il y a 7 ou 8 films donc, qui vont passer au cinéma TNB pendant toute la semaine. Et nous en reparlerons de certains dans les semaines à venir, peut-être, probablement même. Sinon, la semaine prochaine, mais nous en reparlerons aussi la semaine prochaine, mais donc c'est le dimanche 13, c'est la mini-convention cinéphile à l'Arvor, organisée par l'association 97 mm, qui vous permettra de voir des projections, de voir plusieurs éditeurs de livres et de produits audiovisuels qui donc viendront proposer leurs marchandises, mais c'est aussi ouvert aux particuliers. Donc, il y aura toujours Rémi qui sera là, une partie de l'équipe de Capture Mag, Jean-Baptiste Auré qui viendra présenter son nouveau bouquin sur John Carpenter, il y aura Jérôme Vibon normalement, il y aura probablement Simon Danilou qui viendra aussi signer ses bouquins, tout ça, bref, on sera en très bonne compagnie. Oui. Et Christine, je me semble, en projection. Exactement, donc présenté par Toré en même temps que son bouquin, voilà, il y aura donc Christine de Carpenter qui sera projetée le samedi soir si je ne m'abuse. Voilà, sinon niveau sortie nationale, eh bien demain vous allez voir c'est la folie puisqu'il y a pour vous les geeks Minecraft le film avec Jack Black et Jason Momoa. Voilà, déjà le jeu, l'intérêt m'a toujours un peu échappé, et le film, alors là encore plus, un genre de nouveau Jumanji mais avec Jack Black qui continue à faire n'importe quoi, qui ne change même plus de tenue et de look entre les films. Voilà. Sinon, pour les amateurs de comédie française et les nostalgiques de la BD franco-belge des années 70, il y a Natacha, presque Hôtel de l'air, donc basé sur la bande dessinée Natacha, exactement. Natacha, hôtesse de l'air. Ouais. T'aimes bien Natacha ? Non. Tu préférais Yoko, Bug Danny, c'est la même époque, Michel Vaillant. Non. C'était chiant, Michel Vaillant. Non, j'ai jamais lu. Bug Danny, c'était pas mal parce qu'il y avait des avions et tout, c'était cool. Mais Michel Vaillant, c'est nul, c'est hyper chiant. Non. Moi, j'étais à Astérix et Lucky Luke. Bob Moran, l'aventure. Non, mais c'est vrai que Natacha, c'était Mafalda. chiant. Mafalda, oui. Ouais, beaucoup aimé. J'ai toujours aimé Mafalda. Et donc, Yakari, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Petit tonnerre. Et donc, dans Natacha en second rôle, on retrouve bien évidemment Didier Bourdon. Mais on ne sera pas en reste pour les amateurs de l'autre gros de la comédie française, puisque Christian Clavier en sera aussi cette semaine. Donc, Le Routard avec Hakim Jamili, et qui est aussi le dernier film de Michel Blanc. Aïe. Et oui, voilà. Donc, une comédie sur le guide du routard au Maroc. Oh. Et oui. Avec Christian Clavier, donc dans le rôle du directeur du routard. Comment ils ont fait le routard pour accepter ça, de vendre leur marque pour... Écoutez, il n'y a pas de mauvaise pub. Non, si, mais... oui. Voilà. Sinon, dans un tout autre genre, il y a un biopic sur Frantz Fanon qui sort demain. Alors, je pense que ça va pas être du tout la même tisane que le routard. Hein. Pourquoi pas, faut voir.
Sinon, il y a le nouveau film de Mike Lee qui s'appelle Deux sœurs, sur deux sœurs afro-américaines qui ont l'air un peu dysfonctionnelles, une notamment. Voilà. J'ai jamais aimé Mike Lee, mais peut-être qu'il faudrait que j'y revienne. Ça m'a toujours un peu fait chier. Ouais, moi aussi. Mais bon, peut-être que je suis passé à côté, il faudrait que je retente l'expérience. Et sinon, autre cinéaste qui sort donc le deuxième volume de sa jeunesse, donc c'est Wang Bing avec Jeunesse de Les Tourments. Ça fait 4 heures encore, hein, c'est prévu pour être 4 films de 4 heures. Donc, bon. Écoutez, ça va, ça fait 12 heures, il a déjà fait... il a fait mieux. À l'Ouest des Rails, c'était ça, c'était 9 heures, 12 heures. C'était pas plus long. C'était déjà assez long, hein, mais... voilà, sinon il y a 2 documentaires de Guillaume Braque qui sortent demain, un qui date de 2023, Un pincement au cœur, et un autre qu'il a tourné donc l'année dernière, Ce n'est qu'un au revoir. Donc, ça a l'air goulayant par contre. Ouais, nous reparlerons la semaine prochaine parce qu'on est très hâte de voir ça, on aime beaucoup Guillaume Braque. Et donc pour vous, après les geeks, les musicologues, il y a Chaka Ponk, The Final Fucked Up Tour au cinéma. Super. J'ai vu la bande-annonce l'autre jour. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas vu la gueule des mecs de Chaka Ponk, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment genre la foire à la saucisse. Qu'est-ce que c'est que ces dégaines? Alors déjà que la musique est dégueulasse, mais alors en plus, genre mais qu'est-ce que... Je sais pas, je sais plus. J'ai vu Chaka Ponk une fois en festival, moi aussi, en 2008. Je me suis dit tiens, je ne connais pas ce groupe de jeunes enragés, je vais aller voir. Je suis resté une chanson et demie, je me dis c'est intolérable. J'ai dit mon Dieu, mais c'est horrible, ça ne marchera jamais. Bon, heureusement que je ne travaille pas dans une maison de disques. Hein, oui, pareil. Mais sinon, on est parti. Je ne comprends pas. J'ai vu Lydia Higelin juste avant. Ah oui, ou après, je sais plus. Oui, j'ai vu Higelin aussi, je l'ai vu. C'était pénible. Oui, c'était pas... Tout ça pour aller voir les Kills. Bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est ça le drame des festivals. Oui. Si on reste trop longtemps au bar, après on pourra pas aller devant la scène, on a envie de pisser. C'est ça. Terrible. Voilà. Alors, nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons nous diriger dans l'arène avec un peu de mambo. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Pérez Prado avec Querico El Mambo, que l'on retrouve dans le soundtrack de bande-son pour un coup d'état dont nous reparlerons tout à l'heure. Mais donc de Mambo, ça tombe bien, puisque nous allons nous diriger en Espagne, et donc dans le monde merveilleux entre guillemets de la tauromachie et de la corrida, pour le nouveau film de Albert Serra, son premier documentaire, donc Tardes de Soledad. Albert Serra, on l'avait quitté il y a 2 ans avec Pacifiction, Tourment dans les îles, son film avec Benoît Magimel dont nous avions parlé ici. Mais c'est quelqu'un qu'on suit depuis relativement longtemps dans cette émission, grâce notamment à notre ancien grand timonier Air Force One Juanito, puisqu'il donc déjà à l'époque il nous parlait de Honor de Caballeria, Le Chant des Oiseaux, Histoire de ma mort, tout ça. Et donc après il avait été suivi par la mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léo. Et donc déjà dès le début, Albert Serra a une genre de fascination morbide pour la mort et la déliquescence des corps. Et là en l'occurrence il va s'intéresser donc à la mort des taureaux dans l'arène, puisqu'on suit un des plus grands entre guillemets toréadors contemporains, le péruvien Andrés Rocarrey, qui est un genre de
vedette dans son milieu. On va le suivre durant plusieurs corridas, mais aussi donc durant les coulisses. Il y a notamment avant et après ces spectacles dans la voiture avec son équipe qui travaille avec lui dans l'arène et compagnie, genre vraiment la cour du roi, quoi, qui vont donc l'encourager dans tout son génie et dans tout son virilisme. Il y a aussi quelques scènes genre dans les coulisses après le spectacle quand il est plein de sang puis qu'il enlève son costume, ou alors quand il le met. Et donc il y aurait, on va dire, un double, pas forcément discours, mais dispositif dans le film. Il y aurait à la fois représenté le spectacle de la mort et de la violence donc dans l'arène, en montrant à la fois les passes du toréador et la violence qui est infligée au taureau, et aussi une genre de critique en fait de ce milieu de la tauromachie ultra machiste, ultra viriliste, parce que tous les personnages pendant tout le film n'arrêtent pas de parler d'une seule chose, c'est leurs couilles. Mais tout le temps il dit mais t'es le meilleur parce que t'as des couilles, t'avais vraiment des grosses couilles aujourd'hui, c'est toi qui as vraiment les plus belles couilles pour aller couper les couilles du taureau, et ça revient constamment, cet univers genre de beaufarasse dégueulasse, ce qui en soi est un projet qui pourrait être intéressant, mais moi il y a plusieurs choses qui me gênent dans le film. Donc à la fois chez Albert Serra sa fascination pour la mort, pour la morbidité, et la manière en fait dont il filme les scènes de corrida et les scènes de mise à mort en fait des taureaux qui sont esthétisé, parce qu'on sait que c'est un très grand formaliste, un excellent cadreur qui adore montrer donc ce genre de choses, mais finalement la manière dont les taureaux sont présentés, et en fait le mépris presque je trouve qu'il a donc pour ces animaux et la manière dont il meurt en fait un genre de snuff movie arty mais sur les animaux, ou alors on pourrait dire un elevated mondo movie, parce qu'on sait que dans les mondo movies, notamment les films italiens des années 70, il y avait déjà cette fascination pour la mort à la fois des êtres humains vivants mais aussi donc des animaux, puisque dans les mondos il y a à peu près toute la gamme des mammifères qui passent là-dedans, et je trouve qu'on retrouve un peu de ça dans le film de Albert Serra, une fascination pour la morbidité et une complaisance envers la violence et cette boucherie donc qu'est la corrida. Je sais que tu es un peu plus enthousiaste que moi, Margot, sur le film de notre ami Albert. Oui, moi j'ai plutôt aimé le film, malgré le fait que je l'ai trouvé assez long, et c'est 2h05, et c'est vrai que pardon, t'attends, mais c'est vrai que c'est assez répétitif en fait dans le dispositif, parce qu'il y a c'est les mêmes scènes qui reviennent assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je me suis posé la question de pourquoi ce 2h05, et en fait, ça serait l'équivalent d'une corrida. Et donc je me suis dit, déjà là-dessus, c'est assez intéressant. Et le fait que ça soit répétitif, moi, ça m'a fait un autre effet, c'est que en fait, on est hyper oppressé. On a envie que ça s'arrête, et le fait de ressentir ça, je me dis mais oui, mais c'est pertinent, parce que comme on a envie que ça s'arrête, je pense que quelque part on se rend encore plus compte à quel point c'est horrible. Moi, des corridas, j'en ai jamais vu. Honnêtement, je suis végétarienne, donc je suis complètement contre ce genre de pratique. Mais tu as par exemple des amateurs ou des amatrices de corrida pour être justement le film assez pertinent et puis genre très beau justement dans la manière dont sont représentés les toréadors et les mises à mort. Ouais, et je trouve qu'il est assez beau, mais en même temps, moi, il m'a quand même choquée, parce que le fait que ça se répète, qu'il y ait des plans sur le sang, sur les taureaux qui tombent, il y a vraiment quelque chose de très fort et de très marquant. Je pense que j'aurais pas été autant marquée par le film s'il avait pas été aussi long, d'une part, s'il y avait pas ce côté aussi répétitif. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est aussi les dialogues qu'ils ont entre eux, qui, comme tu le dis, sont très machos. Ils parlent de leurs attributs en permanence. C'est-à-dire qu'il a tellement de grosses couilles qu'il peut même pas mettre un pantalon tout seul, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a des plans aussi sur ce pantalon qui est extrêmement moulant. Et donc, on le voit, il a l'air fier de son corps. Il y a vraiment quelque chose Il a l'air extrêmement fier de lui. En tout cas, il y a aussi. Une genre d'arrogance, en fait, chez le toréador. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et puis, le rapport aussi et au son et à l'image que j'ai trouvé assez intéressant, dans le sens où j'ai pu lire que le son avait une importance dans le film, et c'est très bien raccordé avec les images, avec beaucoup d'inserts. Moi, Oui, parce qu'en fait, pour expliquer donc à Thibaut, il a équipé tous les différents toréadors en fait de micro-cravates qui sont planquées
sous leur costume, ce qui fait que même dans l'arène, on entend tout ce qui se dit de manière hyper claire. En fait, toutes les indications de jeu, entre guillemets, de passe et compagnie, les insultes, et ce qu'ils se disent entre eux aussi. Et c'est là que j'ai trouvé que le film assez intéressant, c'est que justement ce dialogue autour de t'as des grosses couilles, t'es le meilleur, et bah ça on l'a grâce à ce dispositif-là. Et c'est une approche que honnêtement j'avais pas de la corrida et que je trouve assez intéressante. C'est alors le truc encore plus débile, je trouve, encore plus détestable, la manière dont ils parlent entre eux pendant les passes. Bah justement, c'est là que ça vient titiller. Le truc, c'est que moi, avant de voir le film, je me suis dit, il y a que des hommes avec un Z pour faire ce genre de choses-là. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir ce truc ressortir aussi vite dès les premières images. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait ce ressenti-là. Et c'est ça que j'ai plutôt aimé. Mais qu'il glorifie quand même, tu trouves pas, dans l'arène, parce que la manière dont il est cadré, la manière dont il regarde l'animal, dont il le juge, alors que pourtant, ils ont constamment un mépris de l'animal, en fait, qui est en face d'eux. Ils arrêtent pas de dire que c'est des taureaux de merde, que c'est vraiment des sales cons d'animaux. Ouais, et apparemment, ça serait très propre à ces corridas-là, parce que en fait, c'est filmé pendant tout un festival, donc c'est des grosses corridas. Donc en fait, le rapport, il est pas le même aussi. Le spectacle est pas le même. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est de pas avoir le public, d'avoir vraiment quelque chose où on est complètement enfermé dans la corrida. Oui, c'est ce que disait Serra, qui voulait éviter le côté un petit peu folklore et compagnie de la chose. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avoue que ça m'a touché dans ma sensibilité. Après, encore une fois... Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est plus la question du rituel qu'il est en train de filmer, mais c'est vraiment tout le côté... putassier, en fait, des mises à mort, où j'ai l'impression qu'il prend beaucoup trop de plaisir à montrer ces animaux en train de souffrir. Mais franchement, je sais pas, parce que comme c'est un sujet de base qui est sensible, j'ai pas eu ce ressenti-là, honnêtement. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'ils disent dans ces interviews. Après, peut-être que je me trompe, mais... Il en parle pas mal, en fait, quand il parle de la solitude du toréador dans l'arène, qui est quand même justement le titre du film, un après-midi de solitude, compagnie, et qu'il y a un côté hyper arrogant, en fait, chez Albert Serra, de manière générale, dont il parle dans sa fascination de la mort, de la morbidité. C'était déjà pareil dans La mort de Louis XIV, où il filmait Jean-Pierre Léaud pendant 2 heures sur son lit en train d'agoniser. On sentait qu'il prenait un certain plaisir, en fait, à filmer la souffrance. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est pareil, sauf que la question genre de la royauté est remplacée par celle de l'animal. Ouais, après, c'est pas mutuellement exclusif. Il peut y avoir de la fascination et en même temps ça peut dénoncer quelque chose. Donc moi, j'avoue que ça m'a pas spécialement dérangé. Je vois ton point de vue, mais moi, j'ai pas tellement été dérangée par ça. Après, c'est presque contre-productif, parce qu'à la fois, ça va ravir les fans de corrida, et ça conforte ceux qui déjà trouvent que c'est un truc de barbare. Oui, par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que ça s'adresse à personne, en fait. Non, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus dérangé. Je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est que ça s'adresse à personne. Effectivement, quand tu le dis, c'est que les gens qui sont déjà choqués vont être encore plus choqués. Je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Et les gens qui apprécient la corrida... ils verront pas où est le problème. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est le jeu du toréador. J'ai oublié son... Andrés Rocorey. Ouais, il est vraiment tout le temps dans la maîtrise. Enfin, il y a quelque chose d'insupportable. Il doit avoir un ego, et sachant qu'il est assez jeune... Oui, il a 28 ans, je crois. Ouais, il a 28 ans. Enfin, j'ai quasiment le même âge que lui, donc ça fait vraiment en plus ce truc-là de se dire... Oui, ta carrière, Margot. Donc, ouais, c'est impressionnant, ça. Donc, c'est Tardes de Soledad de Albert Serra, actuellement dans les salles, si vous aimez les boucheries. On va quitter pour aller vers un autre genre de boucherie. On va remonter un petit peu dans le temps avec une indépendance cha-cha. Indépendance cha-cha. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le Grand Calais et l'African Jazz avec Indépendance Cha-Cha, qu'on peut entendre donc dans Bande-son pour le coup d'État, Soundtrack for le coup d'État de Johan Guimond-Prez, disponible actuellement sur Arte. Johan Guimond-Prez, on le connaît un petit peu comme documentariste et essayiste vidéo, on va dire, depuis 25 ans à peu près, parce qu'il a
apparaît en tout cas sur la scène à la fin des années 90 avec un formidable documentaire qui s'appelle Dial History, parce que c'est aussi un vidéaste, il fait donc des installations vidéo, qu'il avait coécrit avec Don DeLillo, en fait, qui était une histoire du détournement d'avion et puis du terrorisme par le pied justement d'un discours fictif entre un écrivain et puis un terroriste, mêlé avec une forme assez particulière qui reprend dans plusieurs de ses films, un mélange d'images de fiction, d'images d'archives, de musique, de textes écrits de penseurs et compagnie. Il avait continué en 2009 avec Double Take, il avait coécrit avec l'écrivain Tom McCarthy, en fait, sur la figure donc de Alfred Hitchcock, entre le fantasme, le fiction et puis la réalité. Et en 2016, il avait fait donc A Shadow World sur le trafic d'armes le trafic et la vente d'armes légales dans le monde de manière générale. Et donc, moi je pense que c'est avec Adam Curtis, un des documentaristes les plus intéressants. Ils ont certains points communs, mais la forme est extrêmement différente dans justement la manière de travailler l'image archive, quelle que soit la source d'ailleurs donc de cette archive. Et John Guimond-Press, donc, qui est un réalisateur belge, serait un peu, on va dire, dans un mode de pensée des post-situationnistes, cette manière justement de critiquer les médias, les masses médias, mais tous les médiums de manière générale. À la fois, comment est-ce que ces médias-là sont manipulés, on va dire, par les forces dirigeantes, mais en même temps, comment est-ce que cette force médiatique-là peut être récupérée justement par les forces révolutionnaires pour essayer de les repenser et d'en donner un nouveau sens. Et tout ce qui questionne de manière générale dans ses films, dans ses œuvres, c'est justement le consensus de la réalité. Et dans Bande-son pour un coup d'État, il s'attache dans un film ample et dense de 2h30 sur une question extrêmement importante qui est presque accessoire finalement dans, on va dire, l'histoire, dans ce moment de l'histoire, et pourtant il en fait quelque chose donc de charnière, qui est l'indépendance du Congo au début des années 60 et l'assassinat de Patrice Lumumba par les forces occidentales. Il mène tout ça, en fait, la question des mouvements de décolonisation de manière générale qui ont lieu sur le continent donc africain, mais aussi en Asie depuis le début des années 50, on va dire jusqu'en 1965. La question du panafricanisme, la tricontinentale, le mouvement des non-alignés qui commence avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec la Chine, avec la question de l'Indochine française donc, qui s'est terminée en 1954. Et donc tout ça, en fait, il remonte un peu le fil de l'histoire pour entremêler ça avec la question des droits civiques des Afro-Américains donc aux USA, la question du jazz utilisé comme soft power par le gouvernement américain justement pour essayer de pacifier entre guillemets les nouveaux pays donc africains qui ont réussi à prendre leur indépendance, en mêlant tout ça donc avec une foultitude de musique pour faire un genre de mixtape visuel finalement, et pour se concentrer dans le cœur de son récit donc sur la question du Congo qui deviendra donc la République démocratique du Congo et les différents soubresauts qu'il y aura, notamment la sécession du Katanga en 1962 et l'intervention de plusieurs mercenaires allemands, français ou bien donc de Hollande, et comment est-ce que cette situation-là va être un peu mêlée en fait entre les différents régimes politiques, entre les soviets et puis l'Occident, et évidemment toutes les manœuvres des services secrets, la CIA, le SDEC, le KGB, tout ça. Donc pour rappeler qu'une fois de plus, les Américains, c'est quand même des sales cons. Nous les Français, on est vraiment des sales connards, et les Belges, c'est des gros enculés. Parce qu'on n'oublie jamais assez de rappeler que les Belges parce que le Congo donc était belge et qu'ils ont fait comme un sacré paquet de saloperies là-bas. Docteur. Oui, alors il faudra peut-être rappeler quand même aussi qu'en dehors des Occidentaux, pour parfaire un petit peu le tableau, il y a quand même une belle bande d'ordures locales, on va dire, des Kasavubu, des Mobutu, des Mobutu. Enfin voilà, il y a de la raclure, il y a de la raclure africaine joyeusement aussi. Hein. Donc c'est pas que les méchants occidentaux qui viennent, ils ont besoin de relais quand même pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est comment est-ce que ces
ces relais locaux sont manipulés même à leur bien tour. Bien sûr, qui sont, comme on dit aux États-Unis, ils sont sous payroll, quoi. C'est-à-dire que ils bossent soit pour le KGB, soit pour la CIA. Manipuler $3,000 le droit de vote. Voilà, soit pour les Européens, notamment effectivement pour les Belges qui encore plus, je pense que les Français ne digèrent absolument pas la perte de leur empire colonial et du peu qui leur restait en fait de leur empire colonial. Donc voilà, film quand même très dense, assez compliqué donc à résumer. Compliqué, oui et non. Enfin, en fait, c'est surtout les 20 formellement, en fait, c'est un film extrêmement dense entre images d'archives, les textes qui sont lus, les musiques, les écrits qu'on trouve à l'écran. C'est un genre de maelstrom. Coupure de presse, films familiaux, films ethnographiques. En fait, le truc, c'est que c'est un peu perturbant, on va dire, les 15-20 premières minutes. L'entrée en matière est... c'est un petit peu perturbant parce qu'effectivement, on sent tout de suite qu'on a affaire, non pas à un documentaire pédagogique ou didactique, mais à un documentaire... de création. Voilà, de création. Un documentaire avec une part avec un travail de montage. Donc évidemment, ça sent le Adam Curtis, ça sent pas mal Marker quand même, moi je trouve. Ça sent quand même pas mal le cinéma de Chris Marker. Un peu Johan van der Koken aussi, moi j'ai trouvé. Les grands cinéastes militants des années 60. Dans la manière d'utiliser les archives justement et de montrer justement les films familiaux, de monter les archives entre elles pour montrer ce qu'elles ne nous montrent pas prise indépendamment. Ça, je trouve qu'on retrouve un petit peu de Johan van der Koken aussi là-dedans. Moi, j'ai pensé un peu à Raoul Peck. Raoul Peck, ouais. Je ne suis pas votre nègre. Avec I'm Not Your Negro, au-delà du discours, en fait, c'est comment on assemble en fait toutes ces sources, toutes ces différentes sources, les entretiens, les films perso. Les bandes d'actualité et comment en fait on en fait un maelstrom pour ressortir quelque chose de plus grand. Mais un maelstrom qui est quand même, on va dire, équilibré par finalement des espèces de recettes assez pop. Qui consistent à faire des arrêts sur image, à mettre le nom des personnages, à mettre le nom des dates, des freeze frames, et c'est assez marrant la manière dont finalement ce côté ces inscriptions en fait sur l'écran, parce que ça va aussi avec tout un tas de citations qui permettent de livre le Khrouchtchev. Moi c'est un des aspects que j'ai le plus apprécié dans le documentaire, c'est que qu'est-ce que ça fait du bien de voir des documentaires qui citent leurs sources. Moi j'aime bien quand on cite les sources, voilà. J'aime bien, ou quand on n'a pas la source, qu'on dise j'ai pas la source. Ce qui est dans le générique de fin d'ailleurs, pour certaines images ou certaines photos où ils savent pas trop quel est le matériel d'origine. Donc c'est sérieux. Voilà, donc c'est sérieux et en même temps par la musique. C'est pour ça que je parlais en fait de mixtape visuel aussi. Il y a un côté vachement plus... C'est pas drôle ce que ça raconte, mais par contre, il y a quelque chose d'assez... Ça donne un rythme. Il y a une sorte de distance en fait. Ça donne un rythme et il y a une forme de distance un peu sarcastique dans ce documentaire où... quelque part l'histoire a déjà été racontée, et d'ailleurs il me semble qu'on avait déjà nous parler, on n'avait pas déjà parlé nous du Congo belge avec un documentaire sur le Lumumba ou un truc comme ça, parce que parce qu'en fait en regardant le film, mais je me suis dit mais Kasavubu et tout, mais je me souvenais qu'il y avait tout qui me revenait comme si c'était un film que j'avais déjà vu en fait. Alors moi je sais que j'en ai vu un il y a pas longtemps sur La Légion saute sur non, un documentaire. Le dernier train du Katanga. Non, un documentaire où il racontait la trahison justement de Kasavubu par rapport à Lumumba, et je trouve qu'il y a deux choses moi qui surnagent vraiment dans ce documentaire et qui sont super bien mises en valeur. C'est d'une part la musique, quoi. Enfin je veux dire la bande-son impeccable. Ouais, la bande-son impeccable. Et surtout, les passerelles qu'il fait au niveau sonore sans jamais rien expliquer entre la musique africaine et la musique américaine. Et ça, je trouve ça vraiment super. Afro-américaine. Entre le jazz, parce que bon, les jazz, enfin ça va, c'est Dizzy Gillespie, c'est Duke Ellington, Thelonious Monk, Nina Simone, Abbey Lincoln, avec ce super morceau avec Max Roach qui s'appelle Winsist, un super morceau qui fait presque 20 minutes et qui est vraiment une espèce de cri de rage hyper politique. Parce que ça dépend des versions, il y a aussi des versions plus longues. Moi je parle dans mon souvenir, c'est la version disque qui fait une vingtaine de minutes. Et surtout, l'idée de cette revendication de liberté qui est égale entre les États-Unis et l'Europe. Et donc du coup l'idée du soft power, d'utiliser les jazzmen comme soft power, c'est une fausse bonne idée en fait, parce que le jazz est tellement subversif par nature. C'est-à-dire que c'est une musique commerciale, mais c'est une musique commerciale qui n'arrête pas de se renouveler. Ouais, et puis de changer de forme. Et de changer de forme, d'être mutante et de prôner la liberté de ceux qui les chantent et qui les jouent. C'est pour ça que le free jazz, par exemple, a été créé à un moment donné, qui est une musique extrêmement politique. Et quand tu vois justement, Abbey Lincoln, donc qui va au Sénat, au Congrès. Je crois que c'est au Congrès, ouais. Pousser à l'ONU, qui va à la tribune, à l'ONU, péter un scandale, enfin voilà. Et tu vois aussi l'idée de l'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que ces gens, en fait, qui sont pas juste des musiciens, sont des gens qui vont être engagés par la suite. C'est pour ça, d'ailleurs, je recommande un excellent livre c'est Jean-Louis Comolli et Philippe Carle, Free Jazz.
jazz, Black Power, exactement, qui est un essai justement sur le free jazz, qui est absolument passionnant sur les rapports logiques et immédiats entre le monde politique et la musique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre langue, et c'est la langue politique, pas la langue militante, mais la langue politique. Entre à la fois et notamment deux figures. Eisenhower, Khrouchtchev. Alors non, moi je parle pas d'eux. Je parle des deux figures qui pour moi se répondent dans le film, c'est Lumumba d'un côté, Malcolm X de l'autre. Et c'est là qu'on voit, et c'est là que ça nous rappelle avec une acuité, moi je trouve absolument dingue, à quel point Lumumba et Malcolm X c'est des gens intelligents. C'est-à-dire quand ils parlent, tu vois comment le discours est articulé sur le plan intellectuel, et les deux bon, Malcolm X, moi ça me bluffe toujours autant. C'est-à-dire que tu peux très bien ne pas être d'accord avec Malcolm X, mais tu peux pas lui enlever le fait qu'en termes d'éloquence et en termes de démonstration, c'est quelqu'un qui est hyper fort sur le plan intellectuel. Et Lumumba, qu'on entend moins parler parce qu'il a moins eu l'occasion de parler, et c'est moins un showman que Malcolm X, mais tu retrouves aussi cette intelligence dans la manière dont il articule sa propre pensée révolutionnaire. Et moi j'ai vraiment trouvé que ce qui m'a vraiment plu dans ce film-là, c'est ça rappelle à quel point la culture noire américaine, la culture noire de manière générale, les cultures noires de manière générale, et la culture afro-américaine en particulier, repose sur des questions de langage musical ou de langage parlé, de rhétorique, et que quelque part entre eux, et qu'il y a au-delà d'une similarité de couleur de peau, qui dissimule en fait des grandes différences culturelles, il y a par contre une aspiration à la liberté qui en 1960 se cristallise aussi bien dans le jazz aux États-Unis, et il y a un moment qui est terrible, où Malcolm X dit mais attendez, vous voulez pas vous manifester, vous voulez pas vous engager pour le Congo, alors que dans votre propre pays il y a la ségrégation, quoi. Vous voyez pas le lien qu'il y a entre les deux, quoi. Et ce discours internationaliste là, moi je trouve que c'est assez puissamment par le montage aussi, justement par le montage du film, il arrive à montrer par l'entrechoquement des images d'archives à quel point finalement cette idée de raconter l'histoire du Congo par le prisme du jazz américain, c'est pas du tout quelque chose d'idiot sur le plan intellectuel. Non, au contraire, ça fait vraiment sens par rapport à la période dont il est en train de parler. Thibaut. Oui, parce que à la lecture en fait du synopsis, on pourrait croire que le film serait en fait une démonstration uniquement concentrée sur ce soft power via la musique jazz, et via notamment, moi il me semble qu'il y a vraiment deux figures qui se démarquent là-dessus, c'est Louis Armstrong et Dizzy Gillespie. Voilà, Louis Armstrong, le ministre de l'amour, enfin c'est des trucs totalement mais qui a souvent été critiqué justement comme étant un peu l'oncle Tom. C'est ça. Donc l'ambassadeur. Donc tu penses ça, et en fait le film dérive en fait. Et moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait parce qu'il n'est pas chronologique, il y a beaucoup d'allers-retours. C'est ça. Au début, le film débute et se clôt par peu ou beaucoup à peu près la même séquence, le même morceau. Donc tu sens très bien qu'en fait ce pan de l'histoire là n'est pas cadenassé, mais il est tellement fermé qu'en fait il va, dans tous les cas, ça va être une énorme chape de plomb en fait. Donc ça je trouve ça hyper intéressant, et la manière dont en fait le discours se dilue petit à petit pour partir de, en gros c'est quoi, c'est un solo de batterie et un cri de rage, et ça va se diluer pour partir sur l'histoire du Congo. Et moi je trouve ça très intéressant que la musique en fait devienne un leitmotiv musical, rythmique, parce que le cinéaste en fait joue vraiment carrément de la rythmique. Son montage d'images est lié en fait avec le tempo de la batterie. À certains moments c'est ultra, il fait même en fait des espèces d'aller-retour. On fait du montage alterné parfois. Ouais. Donc c'est très compliqué en plus sur de la musique jazz, et notamment sur le rythme du jazz. Sur un batteur jazz, techniquement c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, mais quand t'as du Max Roach, ça va, parce que Max Roach, il y a du swing quand même. Voilà. Quoi. Et quand t'as du swing, normalement, ça veut dire que tu retombes sur tes pattes. Ça reste quand même hyper compliqué. Et en fait, ce côté dilué, moi je trouve qu'il est hyper intéressant, parce que du coup, il joue en contrepoint, parce qu'en fait, même si l'histoire est terrible, le cinéaste s'amuse. Il y a un côté ironique, mais il y a quand même un côté ludique. Il y a le côté ludique par rapport à ce que vous disiez sur la présentation des différents protagonistes. T'as l'impression d'être dans un thriller. Mais surtout, il sait qu'on sait. Il se dit, les gens qui vont regarder mon film, c'est pas des gens qui veulent découvrir l'histoire du Congo belge ou l'histoire de l'indépendance du Congo. C'est des gens qui savent déjà ce qui s'est passé. Ouais, mais tu aurais plein de trucs quand même. Oui, non, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que le spectateur sait à peu près où il met les pieds, ce qui fait que
si tu connais vaguement, même moi qui connais pas grand chose sur cette histoire-là, mais qui connais quand même 2-3 noms, 2-3 événements, au bout de 20 minutes, en fait, t'as pas besoin de chronologie parce que les personnalités et les événements, tu les connais. Tu dis ah oui, mais ça arrive avant ça, puis il y a ça après, et en fait le puzzle se reconstitue un peu tout seul. Mais en fait, c'est un puzzle. En fait, parce que pour terminer, du coup, ce côté dilué avec cette musique qui devient un leitmotiv, comme une espèce de fil narratif, voire même un fil formel, en fait, rentre du coup en contrepoint avec le choc des images, avec ce film-là. C'est un puzzle, en fait, c'est exactement ça. Ce sont des instants de collision, tout le temps, partout. C'est la collision, ce sont des collisions formelles, ce sont des collisions de matériaux de base, on l'avait dit, film ethnographique, coupure de presse. Il y a même des films de propagande, même des films de propagande soviétique, c'est une collision du temps et de l'espace, parce qu'en fait, on est aux États-Unis, on est à New York, il y a Fidel qui arrive, on part au Congo, hop, il y a Louis Armstrong qui se prendra en photo devant le Sphinx. Il y a Fidel Castro qui arrive en Égypte. Fidel qui est hébergé par Malcolm X parce qu'il n'a pas le droit à sa chambre d'hôtel. Des trucs tarés. Mais du coup, il y a des scènes complètement dingues. Mais ce qui est intéressant, c'est que Khrouchtchev qui tape sur les tables, qui tape sur la table. Moi, j'avais complètement oublié qu'il faisait ça. Enfin, moi, j'étais pas né, évidemment, quand Khrouchtchev était premier secrétaire général. Mais j'avais oublié qu'il était connu pour ça. Mais du coup, le film, en fait, comme tu le dis, le réalisateur sait qu'on sait, du coup il prend pas le spectateur pour un con, et même si c'est très compliqué, même si le film est vraiment il faut 2h30 quoi pour raconter l'histoire. Il a une identité expérimentale, il a une identité politique, mais il a également une identité expérimentale, mais du coup ça se raccorde petit à petit, parce qu'en fait il y a quelque chose qui nous raccroche, c'est cette musique, c'est ce rythme constant qui est là, et même si tu dis ouais Louis, ça, Dizzy, vous avez chié dans l'alcool, tu sens quand même qu'il y a quand même, ça s'enclenche, il y a un truc qui s'enclenche, je dis ah mais il y a quelque chose. Et même Nina Simone, Simone ça me fait chier parce que quand dans le film tu écoutes Nina Simone, moi je fais putain Miami Vice, voilà, pour Michael Mann. Alors c'est pas la même chanson, c'est une chanson qui ressemble beaucoup, qui a été composée au même moment. Moi je vois Nina Simone, j'ai la coiffure de Colin Farrell. Et c'est une super chanson qui arrive. C'est une super chanson. C'est clair que c'est une super chanson. Mais en fait le truc c'est que c'est comme le jazz, c'est-à-dire que la batterie, c'est pour ça qu'il y a de la batterie au début, c'est qu'en fait la batterie c'est le point. En fait quand tu écoutes un concert de jazz, c'est le point de référence. C'est le point de référence. C'est là-dessus que c'est ce qu'écoutent les musiciens pour retomber sur leurs pattes, et c'est ce que tu dois écouter aussi toi comme auditeur si tu te sens un peu perdu. Tu reviens sur la batterie, et d'une manière générale en musique, quand tu reviens sur la rythmique, en fait tu retrouves toujours à la batterie, même quand la rythmique est tu vois expérimentale, les chancelantes, brinque-ballantes, expérimentales, dans le prog rock par exemple ou dans des trucs comme ça, tu finis toujours par, et dans le free jazz chez Ornette Coleman c'est particulièrement visible. Sauf quand tu vois des groupes de punk pourris où le batteur est nul. Mais quand on parle de Max Roach, bon voilà, c'est le plus grand batteur du monde, bon, qu'est-ce que tu veux faire quoi, le mec évidemment qui sait comment faire en sorte que tout le monde retombe sur ses pattes à la fin quoi. Mais le film s'explique en fait. Le film est passionnant, il peut être fatigant, mais moi où je trouve que là où je les trouve absolument terrifiants, c'est que oui, on sait, oui, c'est un pan de l'histoire, c'est les années 60, Khrouchtchev, Eisenhower, et mais c'est terrible. C'est quand ils convoquent des images actuelles. Il y en a pas beaucoup. Ah oui, non, mais c'est ça qui est terrible. Il y en a vraiment, il y en a pas beaucoup. La séquence dure peut-être, allez, j'ai envie de te dire 45 secondes, allez 2 minutes pour voir très très large. Et ça, tu dis, là, la collision, en fait, elle résonne avec l'actualité. C'est 3-4 millions de morts et depuis une quinzaine d'années. Et là, c'était déjà terrible. Donc, c'était déjà terrible dans les années 60, quand l'image change, que tu vois l'image numérique, la couleur qui arrive, et là, tu dis, c'est plus possible. C'est les gens, ça fait 3-4 générations en fait qui sont balancés sur les routes entre les différentes sécessions. Après t'as eu le désir de Mobutu où là aussi ça a été quand même une sacrée boucherie. La guerre au Rwanda aussi, les guerres au Rwanda à côté, où il y a eu pas mal de problèmes, et là je crois que c'est depuis une vingtaine d'années, c'est 3 ou 4 millions de morts quoi. Donc on est tous en Europe, on est tous très très forts évidemment pour aller manifester contre les massacres en Palestine. Bizarrement, dès qu'il s'agit du Soudan ou dès qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, évidemment il n'y a plus personne dans les rues là, les partis de gauche ne entendent plus quoi. Donc, mais ça reste quand même un beau bordel. Le film n'est pas bordélique, mais c'est quand même un beau bordel. Mais du coup, je pense que c'est vraiment un film en ce sens-là. Non, c'est une situation compliquée. Mais du coup, c'est le film. Il y a la grande expression, c'est un film monde pop en à ce moment-là. Même dans les personnages entre guillemets que tu retrouves quand ça part justement sur toutes les barbouzeries avec Muller et compagnie, les mecs qui vont faire le coup de force, genre Katanga et compagnie, t'as l'impression tout de suite en fait de retomber dans un truc plus pop.
des manœuvres de la CIA, du KGB, du SDEC qui sont sur place et compagnie, tu dis tiens c'est marrant ça, parce que ça en fait tu l'as vu dans les films de fiction par exemple. Il y a un côté au 1617 pas drôle. Oui c'est ça et après tu reviens justement parce que ça parle. Il y a un côté John le Carré à certains moments. Ça parle de Africa Dieu, de Prosperi justement, qui est allé filmer au Congo, qui refait donc des exécutions parce que la lumière elle est pas belle alors que là elle est mieux et compagnie. Du coup c'est la collusion aussi avec le cinéma pseudo-documentaire des années 70 et compagnie. En fait, comment est-ce que tout ça se rejoint? Et comment les différents régimes d'image finissent non pas par dire la vérité ou par dire l'histoire finalement, mais finissent par là aussi donner une bande-son. C'est-à-dire que c'est pas donner une bande-son, c'est plutôt donner une bande-image. C'est-à-dire que, comme quand tu écoutes effectivement, We Insist de Abe Lincoln et Max Roach, t'écoutes ça, c'est fait en 1960 et ça te donne un instantané de l'état d'esprit d'une partie de la population à une époque donnée dans un pays donné. Et je trouve que par ce montage-là, en fait, tu retrouves un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire, t'as pas le sentiment qu'on t'a tout dit, t'as pas le sentiment non plus d'avoir tout compris, mais par contre, t'as le sentiment d'avoir senti quelque chose d'une vibration d'une époque, un zeitgeist, à la fois dans ce que ça a de mieux, le jazz, et dans ce que ça a de pire, c'est-à-dire la politique, le reste, la politique postcoloniale, dont malheureusement on n'est pas sorti en fait, dont on n'est absolument pas sorti. Simplement, les Africains, malheureusement pour eux, ont troqué les Français et les Belges contre les Russes et les Chinois. Et à mon avis, ça va pas mieux se passer avec leurs nouveaux maîtres qu'avec leurs anciens, malheureusement. Et là, pour moi, si on avait dû faire un truc, parce que je me souviens j'avais déjà dit ça aussi, c'est que moi ces films-là, en fait, moi ce qui me navre le plus dans ces films-là, c'est la trahison des élites, de certaines élites africaines. C'est vraiment la trahison, quoi. C'est-à-dire les gens qui ont vendu leur propre peuple et leur propre nation pour Bokassa, Mobutu, une bonne partie des guignols qui sont actuellement en poste en Afrique, les Bongos, les colonels algériens, enfin je veux dire voilà, qui sont des tristes cires, quoi, et qui sont pour moi tout aussi responsables que les Occidentaux, en tout cas qui ont une grande part de responsabilité dans ce qui est devenu l'Afrique. C'est-à-dire que c'est pas que les méchants blancs qui sont venus tout péter, ils sont venus tout péter, mais ils auraient jamais pu le faire si et moi je trouve que le truc de Malcolm X qui dit mais attendez, à l'ONU on a tous un vote par pays, donc si on se met tous ensemble, on est plus fort que la Russie, on est plus fort que les États-Unis, on est plus fort que l'Europe. La démonstration est d'une limpidité, et c'est d'autant plus triste. C'est comme ça qu'ils gagnent à un moment donné dans les votes. Bien sûr, et c'est d'autant plus triste de voir la collusion du secrétaire général de l'ONU pour empêcher Lumumba, enfin, et de voir le backlash en fait contre Lumumba. Et un truc qui est assez intéressant, c'est ce petit moment où cette lutte anticoloniale croise le discours féministe au moment où pas la secrétaire, mais le bras droit en fait de Lumumba, qui est une femme, on nous raconte ce qu'on dit d'elle à l'époque. Et là tu vois comment, quand t'es une femme, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est marrant, quand t'es une femme, c'est comme quand t'es un juif, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent au bout d'un moment, quelle que soit l'époque. C'est-à-dire, c'est une salope, elle a couché avec tout le monde, c'est une intrigante, c'est Mata Hari, etc., etc. Et tu vois, non mais c'est une espionne. Tu vois la nullité du discours colonialiste masculin vis-à-vis de cette femme, dont nous on entend des extraits des mémoires, et dont on sent bien que c'est pas la dernière d'une idiote, bien évidemment. Non, elle est brillante. Elle est carrément brillante. Il y a son charisme qui est convoqué. Il y a quand même des archives qui sont d'une violence inouïe. Quand on nous raconte que Lumumba en fait demande à l'ONU un avion, on lui dit officiellement oui, officieusement non, on lui refuse son visa, c'est délirant. Après signé à résidence chez lui, dans son propre pays. Lumumba c'est une des plus grandes tragédies de l'histoire africaine du XXe siècle à mon avis, parce que lui il a vraiment été trahi par tout le monde. C'est vraiment le martyr de la cause. Je suis d'accord avec toi. Dans l'africanisme, il y avait eu Ben Barka, il y avait eu Lumumba, il y avait quand même toute une série de mecs qui ont été assassinés les uns après les autres, de toute façon. Mais je suis d'accord avec toi que le principe du film, où on parle beaucoup, le jazz, la fight entre les Soviets et les États-Unis, mais non, en fait, Eisenhower, on le montre parce que c'est un salaud. Khrouchtchev, on le montre avec sa godasse. Avec des nuances, Khrouchtchev, parce que les discours qu'il fait à l'ONU sont incroyables. Quand on sait que la saloperie que c'était lui aussi, quoi. Il suffit de revoir la mort de Staline pour se souvenir à quel point c'est une ordure, Khrouchtchev.
Ils veulent faire chez les autres ce qu'ils font pas chez eux. Mais par contre, pareil, et c'est là aussi où quelque part, c'est assez triste, hein, mais t'as une espèce de mélange de nostalgie de tous ces mecs qui étaient des mecs qui des orateurs. Tu comprends qu'ils arrivaient à motiver des gens derrière eux parce que quand tu vois par rapport au personnel politique d'aujourd'hui, au discours politique d'aujourd'hui, effectivement, c'est pas le même tabac, quoi. Et Khrouchtchev, et là tu peux pas sans papier, voilà, sans note. Intellectuellement, c'est virtuose ce qu'il dit. Et encore une fois, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu te dis quand même, les communistes, ils ont cet avantage, c'est que quand ils forment des cadres, les mecs ils savent causer dans le poste, quoi. Regarde Castro quand il faisait des discours des discours de 3 heures tous les jours. Mais c'est vraiment le parallèle, le montage parallèle qui est fait entre Lumumba et Malcolm X. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que Malcolm X soit aussi vite convoqué et aussi grandement convoqué, parce qu'en fait, au bout à un moment, vers on va dire à peu près le milieu du film, il n'est pas de toutes les images, mais presque. Il revient très régulièrement. Il revient vraiment très régulièrement convoqué, ouais. Et donc, puis dernière chose, ça m'a donné envie de revoir le film de Spike Lee. Carrément. Dernière chose, et moi que j'ai bien aimé, c'est aussi justement dans le montage cette manière de nous montrer des images sans qu'on sache trop à quoi elles servent et de comprendre à quoi elles servent plus tard. A posteriori. Je pense notamment aux images, vous voyez ces images au tout début, qu'on voit au tout début avec le vent dans les arbres, avec ces petits gamins qui courent après avec une poule dans une cour, et on ne sait pas d'où viennent ces images. Et puis après, on découvre que ces images, c'est les images familiales de l'aide de camp. De Lumumba, qui est arrêté, enfin voilà, qui vit dans la peur de son arrestation, qui n'est pas arrêté d'ailleurs par des Belges, qui est arrêté par les opposants, les opposants de Kasavubu, enfin, et là aussi tu sens tu sens cette espèce de mélancolie en fait de cette jeunesse, de cette joie de vivre qui va évidemment s'effondrer dans cette lutte anticoloniale qui malheureusement va échouer, quoi. Très bien, donc c'est bande-son, merci messieurs. Donc c'est bande-son pour un coup d'état de Johan Griman Press, disponible actuellement sur Arte dans une version plus courte d'ailleurs de une dizaine de minutes. Oui, d'ailleurs moi la version que j'ai vue, qui doit être la même que la tienne, c'est assez étrange. Il y a des espèces de coupures pub qui à mon avis qui n'ont rien à voir avec le film, parce que je me suis dit c'est pas normal qu'il y ait une pub pour Tesla et une pub pour Apple, ça n'a rien à voir avec le film. Donc à mon avis ça a dû être encodé sur une plateforme de streaming quelconque. Non, parce que moi j'ai vu un petit peu les deux, et notamment la version d'Arte. Il y a une pub pour iPhone, l'iPhone 11. Voilà. Donc en fait, alors là c'est un problème de montage là du coup, parce que c'est des pubs qui n'ont rien à foutre là, elles n'ont aucun sens. Je sais pas, le téléphone il est fabriqué avec quel minerai? Je sais pas. Ou alors, peut-être. Ou alors c'est vous. Il va falloir investiguer. Ouais, donc c'est pas clair. Moi j'ai trouvé ça, en fait, quand j'ai vu la pub de l'iPhone, je termine là-dessus, quand j'ai vu la pub de l'iPhone, moi ça m'a choqué aussi, quoi. Ça m'a choqué, mais je me dis, mais oui. Ça me paraît logique. Et la Tesla, je l'ai pas vu. Bah si, l'Afrique du Sud, Elon Musk qui parle de l'Afrique du Sud, des Afrikaners, des mercenaires sud. Moi, pour moi, ça. Non, c'est trop. Non, c'est trop. On va chercher. Pour moi, c'est cohérent. Donc, pensons pour un coup d'état. Merci. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Moi, ça va être de la musique. On va basculer sur quelque chose d'un petit peu plus positif avec l'avant-dernier album d'un groupe de pop canadien, Metric, qu'on connaît notamment pour leur participation au Cosmopolis de David Cronenberg. Ils ont en 2022-2023, ils ont sorti un diptyque qui s'appelle Formentera, et c'est de la pure musique pop lumineuse qui réchauffe quand même bien nos cœurs. Merci, docteur. Eh ben écoutez, moi ça sera un coup de cœur qui réchauffe les cœurs également, puisqu'on n'a pas trop l'occasion de rire ces temps-ci. Donc c'était hier soir les gueules défaites de tous les droitos de France et de Navarre, qui moi personnellement, exactement, qui ont suffi à faire, qui ont suffi à faire mon bonheur pour toute la soirée. Donc comme on dit par chez moi, karma bitch. Merci docteur. Margot. Moi c'est pas drôle du tout, parce que c'est Porcherie de Pasolini qui est repassé à l'avant il y a 2 semaines je crois. Assez intéressant à voir sur grand écran, et par contre j'étais vraiment pas bien à la sortie du Paso, quoi. Ça fout jamais de bonne humeur. Et sinon, moi pour terminer, donc ce sera un des rares films de son metteur en scène que je n'avais jamais vu, La mort en ce jardin de 1956, ciné Louise Buñuel. Je pense que c'est un des 2-3 qui me manquait. Pur film d'aventure romanesque, magnifiquement écrit, photo absolument démentielle. C'est un film mexicain, ça. Film mexicain, effectivement, tourné en français. Encore un chef-d'œuvre à donner à l'oncle Louis. Il était
décidément trop fort. Ah bah carrément. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse avec Sortez les briquets pour une prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.